solennel et un défilé militaire ont été organisés en l'honneur du 70e anniversaire de la victoire historique de Điện Biên Phủ. D'anciens ennemis à partenaires stratégiques d'aujourd'hui, Điện Biên Phủ est devenu un rendez-vous de réconciliation et de paix entre le Vietnam et la France. Pour développer l'industrie des semi-conducteurs, le Vietnam se prépare à former entre 50 000 à 100 000 ingénieurs dans ce domaine. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Les Vietnamiens célèbrent aujourd'hui les 70 ans de la victoire historique de Điện Biên Phủ. Ce matin, une délégation de dirigeants et d'anciens dirigeants du parti et de l'État sont allés offrir des fleurs et de l'encens en mémoire des héros morts pour la patrie au temple dédié aux martyrs tombés sur le champ de bataille de Điện Biên Phủ, dans la province de Điện Biên. Le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a envoyé une gerbe de fleurs en mémoire des héros morts pour la patrie. Les dirigeants ont observé une minute de silence à la mémoire du président Ho Chi Minh, du général Võ Nguyên Giáp et des personnes ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté de la patrie. Un meeting solennel et un défilé militaire célébrant le 70e anniversaire de la victoire historique de Điện Biên Phủ ont été solennellement organisés ce matin dans la ville de Điện Biên au nord. L'événement d'envergure nationale a été marqué par la présence de dignitaires vietnamiens et de délégués internationaux. La cérémonie a débuté avec une salve de 21 coups de canon accompagnée de l'hymne national, suivi d'un impressionnant spectacle aérien où des hélicoptères arboraient des drapeaux du Parti communiste et du Vietnam. Des personnalités étrangères telles que Cham Samos Chanialat, vice-premier ministre Lào, Net Savoyun, vice-premier ministre cambodgien, ainsi que Sébastien Lecornu, ministre français des armées, ont également assisté aux célébrations. Dans son allocution, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné l'importance de la victoire de Điện Biên Phủ, la qualifiant d'épopée immortelle. Cette victoire incarne l'union sacrée de la nation, triomphant grâce à la justice, l'humanité et la dignité. Cette victoire est le fruit d'une révolution menée avec justesse et innovation, guidée par le Parti communiste vietnamien et par le président Ho Chi Minh. Elle est ancrée dans une tradition de patriotisme ardent et un esprit de solidarité, hérité de notre riche histoire millénaire. Le chef du gouvernement a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les peuples qui ont soutenu le Vietnam. Il a également mis en avant les progrès réalisés par le Vietnam depuis près de 40 ans de réformes et d'intégration internationale. Face à un contexte mondial en mutation, il a appelé à l'unité nationale pour poursuivre le développement et la défense du pays, évoquant la création de nouveaux miracles de Điện Biên Phủ. Suite au meeting, un défilé militaire en l'honneur des 70 ans de la victoire de Điện Biên Phủ a eu lieu. Ce défilé grandiose a rassemblé environ 12 000 participants représentant l'armée, la police et diverses organisations. Le défilé militaire, par sa formation et son exécution, a suscité de vives émotions parmi les habitants et les touristes. Il a ravivé l'esprit héroïque de la victoire emblématique de Điện Biên Phủ, un triomphe qui a brillé à travers les continents et ébranlé le monde. Le comité central du Parti révolutionnaire populaire Lao, le gouvernement, l'Assemblée nationale du Laos ont organisé ce mardi 7 mai une cérémonie solennelle pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ.
S'exprimant lors de la célébration, la vice-présidente Lao Panayatotu a affirmé que la victoire de Điện Biên Phủ n'était pas seulement une victoire du peuple vietnamien, mais aussi une victoire des peuples Lao et cambodgiens qui se sont alliés pour lutter contre un ennemi commun pour la libération nationale. Cette victoire a obligé le gouvernement colonial français à signer les accords de Genève de 1954, rétablissant la paix en Indochine, reconnaissant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge. La dirigeante a déclaré que Điện Biên Phủ était aussi une brillante victoire de l'histoire mondiale du XXe siècle pour avoir brisé le système colonial communiste. Il y a 70 ans, Điện Biên Phủ a été témoin de l'amère défaite de l'armée française en Indochine. D'anciens ennemis à partenaires stratégiques d'aujourd'hui, la France et le Vietnam se sont rapprochés, fermant le passé, regardant vers l'avenir et renforçant davantage l'amitié et la coopération bilatérale. Điện Biên Phủ est véritablement devenu un rendez-vous de réconciliation et de paix entre les deux pays et les deux peuples. Pour la première fois, un ministre du gouvernement français a assisté à la célébration de la victoire de Điện Biên Phủ. La présence du ministre des Armées Sébastien Lecornu à cette cérémonie spéciale, 70 ans après la défaite de la bataille de Điện Biên Phủ, démontre les relations de plus en plus fortes entre les deux pays et les efforts communs pour mettre de côté le passé et regarder vers l'avenir. C'est un moment important pour la mémoire de nos deux pays. Il y a un partenariat important entre le Vietnam et la France. Aujourd'hui, c'est parce qu'on se tourne vers l'avenir et qu'au fond, le passé nous oblige à être efficaces à l'avenir, efficaces et performants, notamment dans les questions de sécurité. Chez nous, il y avait une petite partie de gens qui étaient un peu revanchards, mais tout ça, c'est du passé. Et donc, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un officiel, un ministre de la Défense, entre autres, qui soit sur ce champ de bataille. Ça participe au rapprochement, à des manifestations importantes d'amitié. Revenir sur l'histoire pour s'orienter vers l'avenir. En février 1993, Điện Biên Phủ fut une destination importante de la visite officielle du président français François Mitterrand au Vietnam. Cette visite a ouvert une nouvelle étape dans les relations entre l'Occident et le Vietnam en général et entre la France et le Vietnam en particulier. M. Nguyễn Duy Niên était alors vice-ministre des Affaires étrangères. Il s'est rendu directement à Điện Biên Phủ pour préparer l'accueil de la délégation du président français. Dien Bien Phu, à cette époque, n'était qu'un village. J'ai dû me rendre sur le site, travailler minutieusement avec les autorités locales, les forces de sécurité et les militaires pour bien organiser la coordination et l'accueil de la délégation du président français sur l'ancien champ de bataille de Dien Bien Phu. La visite du président Mitterrand à Dien Bien Phu est un moment historique et surtout symbolique. Montrer que le passé devait être aussi un trait d'union entre le Vietnam et la France. Et avec cette visite, il a ouvert la voie au gouvernement. Au cours de cette décennie, surmontant tous les bouleversements historiques, les relations d'amitié et de partenariat entre le Vietnam et la France sont devenues de plus en plus fortes et approfondies. Điện Biên Phủ est véritablement devenu un rendez-vous de réconciliation et de paix. Toujours à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ, les médias internationaux ont accordé une grande attention à cet événement historique important. Les articles ont salué cette grande victoire du peuple vietnamien, affirmant 70 ans se sont écoulés, mais les valeurs historiques et la signification de la victoire de Điện Biên Phủ restent toujours intactes. Les médias laotiens ont simultanément publié des articles louant la victoire historique du Vietnam il y a 70 ans. L'article du journal Passason souligne que la victoire de Điện Biên Phủ n'est pas seulement une victoire pour le peuple vietnamien, mais aussi pour les peuples du Laos et du Cambodge qui se sont alliés pour lutter contre l'ennemi et libérer la nation. L'article du journal mexicain
la victoire de Điện Biên Phủ, résonance éternelle, souligne que la décision de changer la tactique de combat, de combattre rapidement, régner rapidement, à combattre fermement, avancer fermement, a été la clé de la victoire. Selon un article de l'agence de presse cubaine Prensa Latina, la victoire de Điện Biên Phủ est un symbole de courage et une étoile brillante du mouvement de libération nationale, signalant la fin du colonialisme dans le monde. Analysant l'impact de la guerre de Điện Biên Phủ sur les pays européens, le journal belge Le Soir a commenté « La victoire du Viet Minh à Điện Biên Phủ a motivé d'autres peuples à lutter pour l'indépendance ». Le Figaro a publié un article de 10 pages à l'occasion de cette victoire. Le résumé de l'article souligne que la défaite de l'armée française sonne le glas de l'Indochine française. Une partie importante de l'article est consacrée à la description de Điện Biên Phủ en 2024, devenue aujourd'hui une ville de 140 000 habitants. L'ancien champ de bataille s'est transformé en une zone urbaine prospère au pied de la colline Dominique, mais les traces historiques sont toujours préservées. La visite au Vietnam du ministre français des Armées Sébastien Lecornu et la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire Patricia Miralles pour assister au 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ est aussi rapportée par des journaux français. Le site d'information Le Parisien a commenté « Cet événement démontre la volonté des deux pays de regarder le passé de manière ouverte tout en se tournant vers l'avenir ». Le site d'information Valeurs Actuelles a eu un entretien exclusif avec Sébastien Lecornu et Patricia Miralles. Selon le ministre Lecornu, c'est la première fois que des dirigeants politiques français assistent à l'anniversaire de la bataille de Điện Biên Phủ, avec la volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire des relations entre les deux pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Une délégation vietnamienne a participé aujourd'hui à une séance de dialogue sur le rapport national du Vietnam concernant la défense et la promotion des droits de l'homme dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel EPU. Cette séance de dialogue a eu lieu au siège du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, à Genève, en Suisse. La délégation vietnamienne a abordé les réalisations du Vietnam en matière de garantie des droits de l'homme au Vietnam depuis le précédent examen. Le Vietnam soutient le mécanisme d'EPU, élabore sérieusement des rapports nationaux, des plans d'action et met en œuvre efficacement les recommandations que le Vietnam a acceptées lors des 3 cycles précédents de l'EPU. Le Vietnam est actuellement membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025 et prépare sa candidature pour le mandat 2026-2028. Le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme sont devenus un enjeu mondial étroitement lié à la politique de développement de chaque pays. Ces dernières années, les résultats obtenus en matière de respect des droits de l'homme ont contribué à renforcer la réputation et la position du Vietnam sur la scène internationale. Revoyons tout de suite sur les réalisations du Vietnam au cours du 3e cycle de l'examen périodique universel EPU au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'EPU est l'un des mécanismes les plus importants du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avec pour tâche d'examiner la situation des droits de l'homme dans tous les pays membres de l'ONU, encourageant ainsi les pays à mettre en œuvre leurs obligations et engagements en matière de droits de l'homme. Depuis la création du mécanisme de l'EPU en 2006, le Vietnam a toujours participé sérieusement aux 3 cycles de l'EPU.
Au cours du cycle 3, nous avons amendé, complété et adopté plus de 40 nouveaux documents juridiques, perfectionnant le système juridique vietnamien. Au cours des 5 dernières années, notre PIB par habitant a augmenté de 25%, n'atteignant le niveau actuel d'environ 4 300 $ par personne et par an. Le taux de couverture de l'assurance maladie et du système de soins de santé est fortement développé. Le Vietnam a sérieusement accepté 241 sur 291 recommandations lors du cycle d'examen 3 de l'EPU et a mis en œuvre plus de 86% de ces recommandations. Avec le cycle 4, le Vietnam a soumis son rapport national au Conseil des droits de l'homme en février dernier et le Conseil des droits de l'homme approuvera prochainement les résultats de l'examen du Vietnam. Lors du cycle 3 de l'EPU, le Vietnam a accepté 220 des 291 recommandations, soit une hausse de 13% par rapport au cycle 2. Il s'agit d'une tendance positive. J'espère que le Vietnam, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, continuera à démontrer son rôle de leader dans la protection et la promotion des droits de l'homme au niveau national et international. Le Vietnam a aussi remporté pour la deuxième fois la nomination au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2023-2025, ce qui montre clairement les engagements et les efforts fermes du Vietnam pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. L'intégration des droits de l'homme est l'un des contenus d'intégration les plus importants. Cette participation démontre l'approche plus proactive du Vietnam sur les questions de droits de l'homme. Le Vietnam a non seulement la responsabilité de promouvoir et protéger les droits de l'homme dans le cadre national, mais aussi de promouvoir les droits de l'homme et de résoudre les problèmes liés aux droits de l'homme au niveau international. Participer au mécanisme d'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme est à la fois une obligation pour un État membre des Nations Unies et une opportunité de présenter à la communauté internationale les politiques et les réalisations du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Pour développer l'industrie des semi-conducteurs, le Vietnam vise à former entre 50 000 à 100 000 ingénieurs pour cette industrie importante. Par conséquent, le pays doit mettre en œuvre de nombreuses mesures pour rapidement augmenter la quantité et la qualité des ressources humaines dans ce domaine. Voici les étudiants en dernière année spécialisés en électronique, télécommunications et technologies de l'information. Ils participent à une formation sur la conception de puces avec les conseillers d'experts d'entreprises de semi-conducteurs dans les 6 à 12 prochains mois. Ces étudiants seront prêts à travailler. Nous créons des formations pour former de jeunes talents capables de concevoir des produits à base de puces semi-conductrices. Nos cours forment à la fois des professionnels expérimentés et des travailleurs débutants dans le domaine. La formation va de pair avec le recrutement pour garantir la quantité et la qualité des ressources humaines. Ces efforts visent également à préparer le personnel à travailler pour des géants technologiques mondiaux. En fait, la pénurie de ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs, notamment d'ingénieurs, est courante dans de nombreux pays développés. Nous constatons que le Vietnam a une grande opportunité de combler cette lacune grâce aux avantages existants des chaînes d'approvisionnement de haute technologie et des ressources humaines de haute qualité. Depuis 2019, notre programme de formation des talents dans les technologies logicielles et les technologies de l'information au Vietnam a formé 6 000 experts et ingénieurs. Nous espérons que le modèle de coopération entre le gouvernement vietnamien, les entreprises et les établissements de formation deviendra un programme typique. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, pour préparer 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs au cours des 5 prochaines années, il faut former intensivement des enseignants. Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer la coopération tripartite entre l'État, les écoles et les entreprises. Cela contribuera à créer un environnement favorable au développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam. Pour répondre aux besoins du marché et des entreprises, la ville se concentre sur 3 politiques principales. La première politique consiste à moderniser les infrastructures. La deuxième est de développer des ressources humaines de qualité et la troisième est de simplifier les procédures administratives. Le marché mondial des semi-conducteurs connaît une croissance moyenne d'environ 14% par an et devrait atteindre 1 000 milliards de dollars de revenus en 2030. D'ici 2030, le monde aura besoin d'environ 1 million de travailleurs dans ce domaine.
La formation de ressources humaines de qualité sera une opportunité pour le Vietnam d'accéder à ce marché. L'ancienne ville de Hoi An au centre est une destination de prédilection de touristes internationaux. Outre le pont pagode et les anciennes maisons, le village de légumes de Cha Quế attire nombre de visiteurs venant à Hoi An. Grâce au développement de l'agrotourisme, les revenus des habitants se sont considérablement améliorés. Suzanne et son mari se sentent très heureux de faire du vélo et de profiter de l'air frais au village de légumes écologiques de Cha Quế, dans la ville de Hoi An. Ici, en plus d'apprendre le processus de culture des légumes biologiques, ils peuvent également admirer les sculptures en bois très spéciales du village de Cui Lu. La matière première pour réaliser ces ouvrages est le bois de chauffage récupéré dans la rivière pendant la saison des pluies. Je pense que collecter et transformer du bois flotté pendant la saison des inondations en œuvres d'art est très créatif. Cette approche revêt une importance profonde dans la protection de l'environnement. En plus de promouvoir les valeurs patrimoniales, Hoi An se concentre également sur le développement d'un tourisme agricole associé à la protection de l'environnement. Les expériences de voyage à la campagne ont rendu les touristes extrêmement enthousiastes. C'est la première fois que je viens à Hoi An. Le paysage paisible et les gens sympathiques m'ont captivé. Les plats sont également très délicieux. Je reviendrai certainement à Hoi An. Les touristes européens sont très intéressés à visiter le village de légumes de Cha Quế. Nous maximiserons tous les avantages locaux, tels que les champs ou les rivières, pour développer le tourisme. Sur le plan économique, l'agrotourisme apporte non seulement une grande valeur en termes de production agricole, mais contribue également à améliorer les revenus des populations. L'art populaire vietnamien du Dong Ho se caractérise par ses couleurs vives et naturelles et la gravure sur bois. Récemment, un artiste hanoïen a cherché de nouvelles approches pour utiliser les gravures sur bois. Cette nouvelle technique appelée strata dépasse les limites conventionnelles. Elle permet à l'artiste de s'éloigner du processus répétitif d'impression et de transfert d'images, transformant le bloc en œuvre d'art originale. Découvrons-la dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Je suis un artiste. Quand je pratique l'art, la pléthore d'idées et de pensées qui s'épanouissent en moi m'appelle à commencer un voyage expérientiel. Ma pratique est ancrée dans l'art de la gravure sur bois et s'étend sur près de 2 décennies. La gravure sur bois est un processus de sculpture sur des surfaces planes en bois pour créer des moules pour l'impression des arts populaires, tels que Dong Hoa Chong. Une génération précédente d'artistes a connu un grand succès en incorporant des techniques, des matériaux et des bases de peinture sur laque dans leurs œuvres sculptées sur bois. L'impression sur bois utilisant des couches de couleurs est apparue plus tard au Vietnam. Ces influences ont déclenché ma nouvelle approche, qui intègre les éléments souhaités tout en préservant l'expressivité esthétique et visuelle. Chaque pièce de gravure sur bois commence par des couches de couleurs préappliquées comme base. J'appelle cette série strata, où chaque pièce crée une œuvre d'art singulière et unique. Cela s'apparente à la peinture, mais nous utilisons des ciseaux au lieu de pinceaux. L'artiste ressemble à un archéologue, explorant les couches géologiques de couleurs. Ces teintes sont créées par des entrelacements. Chaque changement de profondeur et d'angle de lumière transforme les couleurs, à la manière d'un kaléidoscope.
au fur et à mesure que je creuse chaque couche de couleur avec mon ciseau. Les résultats sont toujours loin de ce à quoi je m'attendais initialement, l'exécution est beaucoup plus difficile que prévu. Les matériaux à base d'eau sont sensibles aux fluctuations météorologiques et manquent de durabilité. Ceux à base d'huile offrent de la robustesse, mais sont trop rigides. Après 3 ans d'expérimentation, j'ai opté pour l'utilisation de polycarbonate avec des additifs et des pigments industriels. Je suis également tombé sur un tissu de filtration d'huile, idéal en termes d'épaisseur et de texture pour superposer des couleurs et utiliser des outils de sculpture sur bois. Cependant, les artistes ont besoin d'un espace ouvert pour atténuer les effets des vapeurs toxiques émises lors du processus. Je connais Kwang depuis 2014 et j'ai toujours été un grand fan de son travail. Pour ces 2 expositions précédentes, le sujet était très localisé, avec des paysages, des scènes domestiques. Mais cette exposition, tant dans la forme que dans le contenu, a changé. Il a regardé en dehors de sa sphère d'inspiration habituelle pour élargir ce qui l'inspire et a mélangé tout cela avec des motifs, des formes, des motifs du patrimoine vietnamien. J'ai toujours eu une affinité particulière pour la liberté de modelage de l'espace de Picasso et les transitions chromatiques de Paul Klee. La décoration intérieure africaine et les peintures folkloriques vietnamiennes ont influencé mon approche décorative, favorisant un sentiment de libération de la réalité. Ma pièce préférée est à part entière. Les différentes intensités des lignes créent des strates de couleurs distantes et je peux ressentir le mouvement et la dynamique de l'œuvre. Je suis émerveillée par sa beauté. Certains sujets me semblaient familiers, mais lorsque j'ai vu l'œuvre d'art dans son ensemble, cela a piqué ma curiosité. J'ai dû réfléchir à ce que l'œuvre me rappelle ou à ce qu'elle essaie de me dire. Ce n'est pas ce qu'ils attendent normalement d'un imprimeur de gravure sur bois ou d'une exposition d'artistes vietnamiens. Kwang a créé un nouveau médium ouvert au partage avec d'autres artistes locaux et internationaux et il espère que ce médium pourra être adopté par d'autres artistes. J'espère susciter une nouvelle exploration, en espérant que les jeunes artistes la feront avancer, la feront évoluer à travers les générations et nourriront un écosystème créatif dynamique. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.